Nous allons maintenant rentrer au cœur des approches neuroscientifiques à propos des processus attentionnels et ces expériences qui vont nous permettre de comprendre ces processus reposent soit sur les humains, soit sur les animaux. Sur les humains, eh bien, il y a la possibilité d'avoir des retours d'expérience très fins quand on traite des problèmes de dysfonctionnement auprès des malades, quand on peut mettre par exemple des sondes très précises en cas d'épilepsie. Mais de manière plus globale, on va aussi traiter sujets sains avec des approches soit en localisation, quand on sait où ça se passe, ou dans des actions temporelles, quand on sait quand ça se passe, en particulier dans les pratiques méditatives où l'on va exercer des consignes à respecter. Dans les planches qui suivront, nous verrons beaucoup de localisation cérébrale en se rappelant que, évidemment, nous ne sommes pas dans des dispositifs pouvant démontrer des systèmes cause-effet, mais essentiellement des processus de corrélation. La plupart des vues qui composent cette partie ont été extraites de représentations, de présentations, de séminaires que j'ai assistés et qui sont donc plus récentes que le livre Le cerveau attentif. Et paradoxalement, c'est après avoir fait cette présentation que j'ai rajouté 2 ou 3 planches et que j'ai lu Le cerveau attentif. Et vous voyez toutes les petites marques qui me permettent de repérer les phrases qui m'ont attiré tout au long de ce livre, chapitre par chapitre. À la fin de cette partie, je reprendrai toutes ces collectes d'informations par chapitre. Et vous voyez que sur une page, eh bien, j'ai encadré, repéré quelques phrases. Par exemple, les neurosciences cognitives doivent leur nom à cette particularité de relier le niveau neuronal et le niveau comportemental, en passant par le niveau cognitif. Parmi ces 3 niveaux, seul le niveau neuronal et le comportemental peuvent être qualifiés et quantifiés par des mesures objectives. Et c'est ce qui fait la principale difficulté et peut-être la spécificité des neurosciences cognitives. On peut en effet mesurer l'activité électrique d'un neurone et la traduire en microvolts. On ne peut pas mesurer autre chose que leurs conséquences sur le comportement. Il faut donc reconstruire intellectuellement, à partir de ce comportement, l'enchaînement des processus cognitifs. Voilà, je vous donne un exemple de la façon dont j'ai procédé, et j'ai donc lu ce livre avec plusieurs consignes. La première, je ne me suis intéressé que aux aspects traitant des personnes en pleine santé. J'ai évacué tous les dysfonctionnements. La deuxième, c'est que effectivement, j'ai essayé de trouver les explications qui permettaient de comprendre les vues que j'ai repérées ultérieurement dans l'évolution de la pensée de Jean-Philippe Lachaud. C'est donc bien l'exercice d'un certain filtre attentionnel qui m'a permis de tirer parti de ce livre. Il est évident que toute autre personne aurait opéré sûrement de façon très différente. Nous verrons qu'en 4e partie, l'auteur termine ce livre en se posant des questions, aujourd'hui sans réponse. On pourrait résumer par qui en fait gouverne le cerveau. L'attention, c'est un processus parmi d'autres. Il n'y a pas de chef. Mais on ne sait pas comment ça se passe au point de vue gouvernance du cerveau. Et il est remarquable que au niveau de la planète, au niveau international, eh bien, comme au niveau des pays, on n'est pas bien clair sur qui gouverne. On a des représentations, des illusions. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre la question de la gouvernance nationale, internationale, ou de la gouvernance du cerveau. Finalement, la société reproduit ce que chacun des individus qui la constituent est lui-même en capacité de faire individuellement des prises de décision continuelles dont il est très difficile de trouver le qui décide, le qui commande. Nous allons reprendre et poursuivre la métaphore du phare
pour décliner un petit peu ce que j'ai retenu du fonctionnement des processus attentionnels. Vous représentez le grand rectangle bleu comme une aire de réception des stimulus provenant de la rétine, et avec dans ce petit rectangle où il y a un élément rouge, donc une assemblée de neurones, voire peut-être un neurone, qui va être sensible à un certain stimulus. Et ce stimulus sensible va être repéré en rouge. Le cercle blanc représente bien le phare qui éclaire cette grande carte de l'aire, des assemblées de neurones, du champ visuel, et cette attention n'éclaire pas le stimulus préféré. Mais si le stimulus préféré est présent, il est repéré, alors l'activité du neurone va être très importante. Si, schéma en dessous, le stimulus préféré est absent, c'est un autre stimulus qui se présente dans ce champ de neurones, eh bien le niveau d'activité du neurone va être très faible. Alors, quand je parle de neurones, ça peut être un neurone ou un couple d'oscillations de deux neurones, un inhibiteur, un excité. Troisième figure, si les deux stimulus sont présents, celui qui est préféré et celui qui ne l'est pas, alors le niveau d'excitation du neurone va être de moitié. Si l'attention éclaire le stimulus qui n'est pas préféré, le niveau d'activité va être très faible. Et enfin, si l'attention éclaire le stimulus préféré, alors le niveau d'activité du neurone va être maximal. Nous sommes dans un cadre de pleine visibilité, donc ce travail se fait de manière automatique. L'attention est donc une attention, je dirais, sélective immédiate. Si nous évoluons dans un cadre de brouillard où il faut faire attention d'une manière consciente, attention exécutive, eh bien, il va y avoir, avec un temps de réponse plus long, avec une fatigue intellectuelle plus grande, le même type de réponse. L'activité du neurone maximale dépendra soit d'une perception en large bande, en ayant l'attention qui n'est pas focalisée sur le stimulus préféré, ou si l'attention se focalise sur le stimulus préféré. Alors, cette base-là va nous permettre de bien comprendre et de ne pas se tromper sur la métaphore du phare. Nous allons maintenant replacer ce schéma dans, je dirais, le schéma global ou géopolitique de l'ensemble des flux informationnels concernant les perceptions visuelles. Alors, le rectangle bleu, qui était cette petite aire de réception des signaux venant de la rétine, se situe à l'arrière du cerveau dans la position V4. À l'avant du cerveau, dans la bulle ronde et blanche, il s'agit d'une zone du cortex préfrontal latéral qui est justement le circuit attentionnel qui va permettre d'éclairer la zone V4 telle que figurée dans le précédent schéma, le petit rond blanc. C'est-à-dire que cet éclairage, en fait, ça va être la facilitation ou le renforcement du signal émis par le neurone, soit par une synchronisation, soit par un regroupement de plusieurs neurones, qui vont permettre d'atteindre un niveau qui va, lui, faire bouger ou non le pilotage du regard, donc situé dans une cartographie de neurones assez proche, et qui va permettre d'orienter le télescope, c'est-à-dire l'œil, pour se focaliser sur un endroit très précis du champ visuel, et ce qui va correspondre à une saccade visuelle. Donc les informations viennent évidemment à travers le télescope. Par contre, l'attention est un circuit ou un flux interne entre deux zones très éloignées du cerveau. Il faut donc, pour que le cortex préfrontal latéral soit atteint, que le niveau de potentiel de signal soit suffisamment puissant pour traverser toute cette zone.
Et le cortex préfrontal latéral va permettre de choisir, de sélectionner si oui ou non il faut renforcer ce signal. Dans le cas de la détection d'un stimulus propice, intéressant, eh bien il va y avoir un renforcement. Donc le projecteur est interne entre deux zones très différentes du cerveau. Du côté droit, eh bien, nous retrouvons les grandes fonctions qui sont la focalisation et la concentration du regard, ce qui est géré par le cortex préfrontal latéral, le circuit de préattention qui est la zone V4, avec le premier aller-retour avec le cortex préfrontal latéral. Donc la captation va toucher sur la préattention qui va éventuellement se faire renforcer. Et donc on va avoir une attention sélective, puis éventuellement une attention, je dirais plutôt exécutive, donc plus consciente, qui sera liée avec le système des intentions. Et il est évident que la préattention se nourrit d'une bibliothèque de signaux secondaires qui vont être faibles, mais avec des résonances plus ou moins favorables en fonction d'un ensemble de contextes dans d'une approche très systémique. Et il faut se rappeler les différents étages du neurone jusqu'au continent où finalement l'ensemble des contraintes, des intentions, des potentiels d'action vont interférer, vont être interdépendants. Voici une expérience très simple de mesure de la capacité d'attention avec une consigne. Vous voyez la phrase qui est écrite ainsi, dommage, il était que le chef foi de gare, une vilaine. N'a pas de sens. Par contre, si on regarde une couleur, dommage que le chef de gare, tout de suite la phrase prend un sens. Il était une fois une vilaine, c'est une autre histoire qui commence et qui a un sens. Si on demande à la personne de respecter une consigne, par exemple, ne prendre en compte que les mots qui sont en noir ou que les mots qui sont en rouge, eh bien, le cerveau va automatiquement ne pas suractiver les mots qui ne seront pas liés à cette consigne. Dans la planche du haut, nous pouvons voir différentes tâches qui vont apparaître dans le cerveau, donc d'une face ou de l'autre. Et quand l'activation se fait, le cerveau prend des couleurs à certains endroits, on reviendra dans le détail. Quand le cerveau n'est pas attentif, c'est-à-dire qu'il n'est que pré-attentif, mais il n'y a pas eu résonance, il n'y a pas eu synchronisation de neurones, donc on ne voit rien apparaître. Si on regarde de plus près la zone qui va évaluer et qui va sélectionner les signaux faibles qu'il va falloir faire monter en puissance par résonance ou par multiplication de neurones concernés, eh bien on voit que cette zone, c'est le cortex préfrontal latéral. Pour que le signal visuel, dans le cas que l'on examine, vienne depuis la partie arrière, il va falloir une certaine énergie, et cette énergie va être déjà le premier filtre. Et le second filtre, c'est s'il y a ou non reconnaissance de pertinence, il va y avoir un retour pour focaliser l'attention, donc une attention qui n'est plus pré-attentionnelle mais attentionnelle dans le circuit attentionnel, qui va être située à l'arrière et qui va par exemple pouvoir commander le mouvement oculaire. Donc ce processus d'évaluation de l'utilité d'une information est le fruit d'une délibération rapide et largement inconsciente. Alors on voit que la zone de sélection, qui est entourée ici par ce rond jaune, la zone visuelle V4 étant à l'arrière, va s'éclairer un tout petit instant, 0,1 à 0,2 secondes, pour pouvoir réactiver le message s'il y a lieu de le faire. Alors, prenons un petit peu de recul. Nous avions vu dans une précédente présentation de Dominique Pécou que quand on regardait l'avant du cerveau, les zones de prise de décision allaient du centre vers le plus frontal à l'avant, de ce qui était le plus automatique à ce qui était
en finale la zone où on décidait en conscience, conscience autobiographique qui prend en compte le passé, le futur, etc. Et plus la, la prise de conscience, la prise d'information est quantitativement importante, plus le cerveau déplace la zone de décision dans les zones les plus en avant. Les expériences qui sont conduites actuellement sur l'attention sont très simplistes. On détecte une couleur, on détecte une forme, etc. Donc les réponses sont plutôt de type conditionnement ou automatisme et donc ne vont pas tellement vers l'avant du cerveau. Alors on voit que le filtre attentionnel peut se représenter par deux situations, soit par un système de bouclage, de synchronisation ultérieurement à la présélection ou à la sélection initiale. Eh bien, la zone tout avant va s'éclairer. Elle va s'éclairer parce que finalement, l'ensemble du traitement va arriver jusqu'à notre conscience. Et puis dans la zone complètement à droite, il s'agit de signaux qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas été présélectionnés, et donc le circuit va être très court de réactivation, par exemple des saccades visuelles, en ayant d'autres choix qui ne seront pas, laissés au hasard, mais qui répondront à des actes entièrement automatiques. Chaque cible est calculée par le cerveau, donc ce n'est pas aléatoire. Et ceci donc plusieurs fois par seconde, il y a prise de décision, où j'approfondis, et dans cela le zapping s'arrête, soit on n'approfondit pas la prise d'information et on passe à un autre objet, qui sera donc une autre science qui va attirer des neurones chargés de traiter des informations d'une partie de la rétine. Alors les problèmes de sélection sont bien entendu à différents niveaux de complexité. Associer des formes, associer une forme, une couleur, par exemple trouver que une couleur rouge associée à un rond va signaler quelque chose de dangereux, mais qui ne sera pas du même sens si on l'associe à un poteau immobile ou à une voiture qui se déplace. Et il va falloir donc trouver, avec l'ensemble de l'empilement des objectifs à court et moyen et long terme, qui sont mal définis et sans hiérarchie précise, trouver les bonnes captations à augmenter, à sélectionner et à amplifier. Un autre facteur de captation intentionnelle, évidemment, tout l'impact émotionnel et les intentions. Comment le mental va se focaliser sur des pensées, sur des objets comme le vin, comme la personne qui va en face réagir à une certaine information. Et l'ensemble de ces facteurs internes sont traités en parallèle des facteurs qui viennent de l'extérieur. Donc l'exemple d'une exploration visuelle où le lobe pariétal arrière, qui est proche de l'aire d'action d'exploration visuelle du paysage et des aires sensorielles de perception, vont permettre d'avoir un pilotage automatique de la scrutation des zones qui se présentent à l'observation. Alors la compétition sélective de la focalisation de l'attention, évidemment il n'y a pas de règles bien définies, c'est un rapport de force. Et par exemple, dans le système de récompense, on va avoir la comparaison entre le goût du chocolat, le risque de surpoids, par rapport à d'autres urgences opérationnelles. S'il y a du stress, peut-être que le risque de surpoids va passer en dessous et ce sera le goût du chocolat qui va être un bon régulateur du stress qui va l'emporter. Si on a comme projet de faire une course à pied dans les jours qui suivent, peut-être que le risque de surpoids va l'emporter. L'ensemble est un système de type chaotique qui va répondre à l'urgence du moment, cette urgence pouvant intégrer du long terme, mais qui a un impact dans l'instant même. Et là maintenant, je vous avais parlé donc de cette trilogie entre perception, intention et mise en action dans le cerveau. Il s'agit donc dans chacune des zones concernées par les teurs de perception de les associer à des intentions qui sont soit souterraines, profondément archaïques, soit beaucoup plus d'ordre éducatif, élaborées et conscientes, pour déclencher des actions. Et quand Jean-Philippe Lachaud parle du cerveau funambule, il utilise une métaphore, la personne qui se balade sur un fil
à la recherche de son équilibre, doit réagir le plus vite possible pour corriger la déviance qui va risquer de mettre en péril l'équilibre, afin d'abord d'économiser l'énergie pour remettre en équilibre le corps. Il en est pareil pour le cerveau, pour toutes les perceptions. Et cette capacité à exactement trouver le bon équilibre qui fait que le cerveau fonctionne à énergie minimale est l'objectif du zapping. Et ce zapping peut être contrôlé par entraînement, par la maîtrise, qui est exactement la pratique d'une pleine attention. Cette pleine attention est un équilibre entre une attention focalisée sur un sujet important pour le moment et une attention beaucoup plus légère, mais de type grande ouverture, grand balayage, qui permet de détecter tous les signaux, toutes les alertes qui vont pouvoir réenclencher des actions adéquates pour maintenir les équilibres à tous les niveaux, qu'ils soient locaux ou géoplanétaires, entre les lobes et donc l'ensemble du fonctionnement de l'individu. Alors, dans l'ensemble des triades PIM qui existent, à chaque instant, il y a énormément de processus attentionnels, réflexes et conditionnés qui sont engagés. Ce sont les petites bulles jaunes qui donc sont observées par échantillonnage très fréquemment. Et puis, il y a les processus attentionnels exécutifs de surveillance de consignes, comme par exemple l'exercice initial où il fallait surveiller la couleur des mots pour les prendre en compte ou non, qui vont répondre à d'autres exigences de traitement, qui vont donc avoir besoin de périodes de temps beaucoup plus longues, qui vont être au minimum de la demi-seconde, sinon plus. Et le cerveau traite en parallèle de toutes ces informations, donc très très peu sont éligibles à un processus attentionnel exécutif conscient. On peut considérer que chacune de ces triades qui est mise en route est un grain attentionnel qui nourrit l'ensemble des zones de capture dans le cerveau, qu'elles soient des captures internes au corps, externes au corps, ou interne au fonctionnement des multiples zones, strates, régions du cerveau lui-même. Et là, dans cette vue que j'avais réalisée l'année dernière, j'ai simplement remis en mémoire quelques apports un peu différents, suivant les apports de Stanislas Dehaene, suivant les apports qui étaient exprimés dans le colloque de Yves Citon sur l'économie d'attention, donc Jean-Philippe Lachaud avec les deux types d'attention, l'attention sélective qui est l'après-attention et puis l'attention exécutive plus conscientisée. Et évidemment, ce regard, comme je vous l'ai dit tout au début, focalisé essentiellement sur les pratiques méditatives. La cartographie qui est devant vous maintenant est tirée non pas de l'ouvrage de Jean-Philippe Lachaud, mais de l'autre moi-même de Antonio Damasio. Alors d'ailleurs cette carte, c'est moi-même qui l'ai reconstruite à partir de plusieurs cartes élémentaires, où on peut voir du côté le plus à droite la face matérielle et du côté la face à gauche la face immatérielle. Et au milieu, dans le rectangle vert, ce qui peut être considéré comme des cartes mentales à partir des éléments qui vont permettre, sous forme d'assemblée de neurones, de faire transiter les informations de la face matérielle à la face immatérielle et vice-versa. Donc tout à l'heure, nous avons parler de la zone V4, eh bien c'est une de ces cartes mentales qui pourrait se placer à l'intérieur du rectangle vert du milieu. Côté phase matérielle, nous avons donc des
des blocs importants, le tronc cérébral, le thalamus, les familles des cortex et néocortex, les émotions qui vont nourrir ces cartes mentales. Et puis du côté face immatérielle, Antonio Damasio distingue du côté de la conscience le soi noyau, qui est la conscience de soi, et ce sentiment que l'on a d'être un, et puis le soi autobiographique qui est une conscience évoluée qui intègre à la fois le passé et le présent et le futur. Ensuite, il distingue l'esprit, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité que chaque individu a de penser ce que pense l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de sortir de soi pour se mettre à la place de l'autre. Et puis, il désigne aussi la notion de l'éveil qui se rapprocherait beaucoup de la notion d'attention, en sachant que dans son propre discours, Antonio Damasio mélange beaucoup la notion de conscience et d'attention. Ce qui montre qu'à 2 générations près, ce ne sont pas les mêmes générations entre Damasio et Lachaud, et pas tout à fait la même approche disciplinaire. Eh bien, les représentations peuvent être relativement éloignées dans le discours et beaucoup plus proches quand on travaille sur les schémas. Le cerveau attentif, avant-propos. Le livre est le fruit de 10 ans de recherche, fusion des connaissances théoriques et intuitives concernant l'attention, avec une focalisation sur l'attention humaine et ses effets, manque, distraction, faire attention. La prise en compte du contexte culturel, Occident, contrôle ou maîtrise de l'attention est très différent de l'Orient. Exemple, si vous désirez contrôler un mouton, donnez-lui beaucoup d'espace. L'attention est un phénomène biologique qui a ses limites. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'attention ? Quand l'institutrice demande à l'élève de faire plus attention suite à une erreur, la cause est-elle un problème de manque d'attention, de concentration ou de distraction, ou bien un manque de mémoration, technique, ou de remémoration, stress, ou encore un manque de compréhension, domaine de la cognition. Ces différentes capacités intellectuelles sont très proches et sujettes à générer des confusions. Le but des neurosciences est d'établir le fonctionnement biophysique de l'attention. En 2011, il n'existe pas de consensus scientifique sur la définition de l'attention. Comment définir scientifiquement ou objectivement ce que chacun des humains éprouve et perçoit personnellement ? Il en est de même de la conscience, du temps, des émotions, etc. Les scientifiques se focalisent non pas sur l'attention, mais sur les effets produits par son évolution, son manque ou sa concentration. On distinguerait ainsi l'attention exécutive, dont on a conscience, et l'attention sélective. Chapitre 2. Les neurosciences, cartographie du cerveau et outils d'exploration. La planète cerveau est constituée de plusieurs continents, non séparés par des océans, mais par des sillons. Chaque continent ou lobe est constitué d'aires, les pays ou régions, chacune habitée par des millions de neurones, au total 100 milliards d'habitants et 10 fois plus de cellules gliales. Les neurones forment des couples excitateurs et inhibiteurs à décalage de phase qui créent ainsi des systèmes oscillatoires. Le cerveau sait générer multiples fréquences d'oscillation. Les champs de recherche en neurosciences vont de l'infiniment petit, la synapse, ou le neurone, à la géopolitique des continents, les lobes. Il n'existe pas de niveau ou facteur d'échelle privilégié, ils sont tous interdépendants. Le chercheur essaie de trouver des correspondances, corrélations des flux physiques, oxygène, flux sanguin, ions, électriques ou magnétiques, entre les activités des aires cérébrales et les comportements humains. L'attention ou la mémoire, etc. ne sont ni des comportements ni des activités cérébrales, mais des fonctions ou processus cognitifs. On pourrait presque parler aussi de flux. Les neurosciences travaillent sur les 3 niveaux de représentation. Le niveau comportemental, observable objectivement pour des exercices simples, même très simples. Le niveau neuronal, de la synapse au continent, observable par corrélation, avec différentes techniques, les électroencéphalogrammes, les IRM, IRM fonctionnels et autres techniques. Le niveau cognitif, qui est lui spéculatif et non objectivable, qui est une reconstruction intellectuelle des effets constatés objectivement.
C'est le champ spécifique de la psychologie cognitive. Les moyens de mesure sont limités, il faudrait 1000 images par seconde pour suivre les activités de neurones ou des assemblées de neurones. La faculté d'attention entre les millisecondes et les quelques fractions de seconde pour l'IRMF fonctionnel et les TEP, ce sont des mesures bien très lentes, de l'ordre d'une seconde pour l'IRM et de 10 secondes pour le TEP, mais dotées d'une localisation très fine. Ce n'est pas une mesure de l'activité des neurones, mais de leurs conséquences. L'électroencéphalogramme permet de mesurer globalement quand des assemblées de neurones s'activent, mais donc le quand est connu, mais pas le où. On ne peut donc pas disposer du où et du quand simultanément. Seules des mesures invasives, électrodes, permettent de mesurer dans l'instant les localement, chez les malades et bien sûr avec les animaux. Chapitre 3. À quoi sert l'attention? L'attention serait une forme de filtrage, un tamis, des perceptions internes et externes dans une forme tardive, intelligence, ou précoce, réflexe, automatisme. La première phase, dite pré-attentive, filtrerait en permanence les signaux entrants, la seconde, par des séquences de 250 millisecondes, 3 ou 4 par seconde, sélectionnerait les saillances les plus importantes à privilégier. Alors, la pré-attention à large bande ou bande parallèle, multiperception, qu'elle soit interne ou externe, va transmettre des saillances à la zone arrière du cerveau, par exemple V4 pour l'attention visuelle, vers le cortex préfrontal pour une rapide micro-analyse de pertinence. La nature des objets pris en compte, ce sont des saillances très simples, innées ou conditionnées, couleurs, formes, prénoms, avec des neurones en oscillation très spécialisés. Et le transfert entre les aires de V4 vers cortex préfrontal situé à l'avant du cerveau. Donc le V4, c'est une des régions du cortex visuel située à l'arrière du cerveau. Il faut imaginer que pour toutes les perceptions, il en est de même. Qu'elles soient des perceptions externes, toucher, odorat, oui, ou internes, les pensées flottantes, les émotions internes, les ressentis, etc. La zone de pré-attention privilégie par attention sélective ou séquentielle, c'est-à-dire la fonction de phare qui va éclairer certaines zones par exemple de la zone V4, sera définie par le cortex préfrontal. Il y a des mémoires iconiques jusqu'à 1 seconde qui vont permettre de détecter un petit peu avant ou un petit peu après ou pendant la mise en résonance des réseaux oscillatoires de neurones. Ce sont des saillances faibles valorisées par synchronisation des neurones. La focalisation du regard par déplacement oculaire, c'est un peu la fonction télescope, va être de l'ordre de 3 ou 4 par seconde, c'est-à-dire 250 millisecondes à 300 millisecondes par déplacement. Exemple, la concentration focalisée, observation, ou à large bande, comme la contemplation. Le transfert sera de V4 vers l'aire motrice avec la modification de la position du regard. Ce sont des aires qui sont assez proches. Et enfin, l'attention exécutive de consignes conscientisées ou conditionnées. La durée de focalisation, 2 centièmes de seconde par objet rajouté. On peut avoir 5-7 lettres par exemple pour le déchiffrage de mots qui ne sont pas cohérents, qui n'ont pas de sens. On peut avoir des saillances d'objets nombreux ou élaborés, mais cela prend du temps. Le transfert entre les aires de CP vers V4 avec des critères plus nombreux ou élaborés avec la limitation par la mémoire de travail. Exemple 7 lettres. Donc l'attention nécessaire pour associer et renforcer les saillances simples comme couleur rouge, position immobile et forme ronde pour identifier un feu rouge. L'attention sélective visuelle sert à voir les objets en tant que tels. La simultagnosie définit comme l'incapacité à percevoir 2 objets en tant que tels, mais en un mélange des saillances non appareillées. Par exemple, il y a bien le rouge, mais associé à un carré ou à un rectangle qui n'a rien à voir avec le feu rouge correctement observé. L'attention sélective visuelle cherche des objets saillants et non un espace. Il n'y a pas de hasard dans les mouvements oculaires. Ce qui est paradoxal, c'est que l'objet surgit une fois focalisé, comme si la cible de la flèche apparaissait au moment où la flèche l'atteint.
Il y a donc cette notion de montée en puissance, d'émergence du signal de la science par une mise en résonance et une synchronisation neuronale. Chapitre 4. Les mécanismes de l'attention. L'attention comme faculté de perméabilité cognitive, capacité à prendre en compte son environnement de façon performante mais imparfaite. Il y a des cécités partielles, des conscientisations partielles, des consignes et aussi hors consigne. La mémoire de travail conserve un peu de temps, jusqu'à une seconde, l'ensemble des séances, dont une suite de lettres ou un objet iconique. L'attention sélective peut le repérer juste avant ou après. La métaphore des naufragés qui sont épuisés sur une île et qui doivent synchroniser les battements de tambour pour être repérés d'un navire au large. L'attention amplifie les signaux faibles, mais pas les forts. Le contexte de pleine visibilité, de brouillard ou de marche nocturne. Exemple, Orion apparaît plus facilement en hiver dans un ciel pas trop chargé d'étoiles et quand il n'y a pas la pleine lune. Chapitre 5. La capture de l'attention. 3 espaces sont à prendre en compte. L'espace V4, plus le cortex préfrontal associé, et les bibliothèques ou cartes de science simples, autant d'espaces que de modalités de perception. L'espace intérieur du cerveau et du corps, émission de consignes, mais aussi perception émotionnelle, etc. Et puis l'espace externe, exploré via le télescope visuel et les autres organes de perception. La captation attentionnelle peut provenir de chacun des espaces. L'un des attraits est la nouveauté, l'information circulante, exemple du film du gorille, où en comptant les tours de balles et les nombres de passes, eh bien, on ne peut pas voir le gorille qui recule à pas lents au devant de la scène, et les tours de passe des magiciens qui décalent leurs gestes de manière très très lente, de façon à ne pas être capté par l'attention qui exige une circulation rapide de l'information. L'amygdale possède la capacité étonnante à reconnaître et à mémoriser la valeur émotionnelle de ce qui nous arrive, le stimulus et son contexte, le lobe temporal médial, proche des structures importantes de mémorisation. Dans le chapitre 6, la belle captive. Le lobe temporal reconnaît l'objet et le lobe pariétal associe les programmes d'action liés au circuit de la récompense. Ils ont pour fonction première d'assurer l'homéostasie du système, le conserver en vie face à cet objet émergent. Chapitre 7. Le piano qui jouait seul. Une expérience de zen ressemble beaucoup à une expérience de neurosciences cognitives. La méditation, un temps privilégié pour observer son cerveau en action, et en particulier les pensées vagabondes. Le respect de la consigne, revenir à une attention non focalisée à large bande, c'est la métaphore du cerveau funambule, récupérer la moindre déviance pour retrouver l'équilibre à moindre effort. Chapitre 8. La résistance s'organise. Face aux multiples facteurs de captation attentionnelle, alerte, immersion, fidélisation, projection et leur déclinaison dans chacun de ces pôles, il devient essentiel de choisir et d'entraîner, c'est un conditionnement, les bons facteurs de science, alerte flottante, pour identifier et réduire toute dérive par rapport aux stratégies géopolitiques comme locales. Chapitre 9. Le retour du roi. À quoi être attentif? Du local à la géopolitique, du court terme à la vision long terme. Comment s'inscrire dans une stratégie à long terme? À s'éloigner des stimulations immédiates, c'est l'un des enjeux, mais pas le seul, de la maîtrise de la pleine attention. Chapitre 10. Le grand stratège. Qui commande et qui décide dans le cerveau? Qui permet de maintenir l'autodiscipline ou le respect d'une consigne? Il n'y a pas d'homunculus, de petit homme à l'intérieur du cerveau, qui lui-même aurait un petit homme à l'intérieur de lui-même. À chaque instant est décidé par un mécanisme non déterministe, mais systémique, d'arbitrage entre de nombreuses populations de neurones chargées de maintenir l'homéostasie globale et locale de la planète cerveau, des continents, des pays, des régions, cités et des habitants qui la composent. L'exemple de la parole est très significatif. Le locuteur s'exprime à 200 mots par minute, soit en gros 3 mots par seconde, comme les saccades du regard. À ce rythme, il est impossible que chaque mot soit choisi de manière consciente. Les mots s'enchaînent automatiquement comme si le locuteur était filmé et que l'écouteur écoutait docilement, attentivement.
Cet écouteur conscient enlève parfois le casque pour observer la salle et les autres écouteurs, la logistique, le temps de parole. Si en plus la personne en charge de locution est animatrice, son écouteur absorbera en temps différé la caméra cachée, scrutant les erreurs du locuteur et les réactions du public. Qui est le jeu de la personne? Le locuteur, l'écouteur, le logisticien, le caméraman caché qui s'affiche simultanément, ce qui est d'ailleurs probablement une illusion. L'illusion de sentiment de libre arbitre, au même titre que la conscience, le concept de sujet ou de maîtrise dans une sorte de QG qui aujourd'hui n'est pas défini, n'est pas compris des neuroscientifiques. Chapitre 11. Apprendre à mieux se concentrer. Choisir le bon niveau d'attention, réparti entre la vigilance large et la concentration focalisée, ni trop peu de chaque. L'enjeu capital de l'attention réflexive, attention à l'attention, avec deux stratégies, celle de la musculation de la faculté de concentration et celle de la pleine attention ou observation continue de la moindre déviance et de correction adaptée à moindre énergie en pleine confiance de ses ressources cachées. Chapitre 12. La maîtrise de l'attention. C'est tout un art, aller de l'attention du local vers le global grâce à un conditionnement adapté, et l'exemple du sportif. Et pour conclure, en chapitre 13, en pratique, apprivoiser plutôt que contraindre, observer sans chercher à contrôler.